à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre journal. En voici les titres. Nous prendrons la direction du Québec avec le forum Arctic Circle en présence du prince Albert II. Nous évoquerons le vote du budget primitif de l'État pour 2017. Un mot de santé avec un nouvel équipement au CHPG grâce aux événements du Gemluc. Une grande page Monaco Dance Forum dans ce journal avec Aléatorio, la nouvelle création de Jean-Christophe Maillot, et Deep Dish, un spectacle de Chris Haring et Michel Blasi. Du football avec l'avant-match du choc Monaco-Lyon dimanche. Et enfin, notre invité du week-end sera Frédéric Morat. Pendant 2 jours, le Québec a accueilli le forum de l'Arctic Circle. Le prince Albert II y participait. L'occasion également pour le souverain de renouveler les partenariats entre sa fondation et la région du Québec. Le reportage au Canada de Patricia Navarro et Gilles Lefebvre. Le cercle arctique est une immense zone entourant le pôle Nord. Il traverse plusieurs pays dont la Russie, la Norvège, la Suède, la Finlande ou le Canada. Une organisation a vu le jour il y a quelques années pour veiller à la préservation de cet espace dont la nature et les populations sont menacées par les changements climatiques notamment. Un espace qui constitue une véritable vigie pour notre planète. Donc lorsqu'on regarde un peu les changements climatiques en Arctique, on observe environ une perte des étendues de glace à la fin de l'été, à la fin de la saison de la fonte, d'environ la moitié. Donc on a perdu la moitié des glaces depuis une trentaine d'années. Puis en termes de volume, on a perdu jusqu'à 75 % du volume des glaces en Arctique. Il y a le permafrost aussi, les sols gelés qui diminuent en étendue. Il y a beaucoup de changements qu'on observe là-bas. Puis effectivement, si on peut revenir en arrière, il faut vraiment faire quelque chose, puis maintenant. Plus on agit tôt, moins les mesures à prendre vont être grandes. Pendant 2 jours, des représentants du milieu universitaire, des populations nordiques, des secteurs privés et publics se sont réunis à Québec pour évoquer la question de la préservation de l'environnement du cercle arctique, mais aussi sa gouvernance, son développement économique et durable, avec pour grand témoin et meilleur soutien le prince Albert II. Même si on n'est pas un pays de l'océan Arctique, qui donne sur l'océan Arctique, on peut se sentir concerné. D'ailleurs, je crois qu'il faut que tous les pays se sentent concernés parce que ce qui se passe dans les régions polaires a des conséquences sur le climat, sur différents aspects de notre environnement marin, mais aussi météorologique et climatologique. Et donc, tout le monde devrait se sentir concerné. Je crois que c'est une multitude de petites actions, mais c'est aussi des idées comme celles que j'ai pu mettre en avant ce matin, de trouver un instrument juridique qui puisse mieux protéger l'océan Arctique et par conséquent la surexploitation aussi des ressources, qu'elles soient halieutiques, ou qu'elles soient d'hydrocarbures, ou qu'elles soient minérales. Il faut absolument que nous protégions mieux cet océan Arctique qui, comme je le répète, est très précieux, mais un environnement très fragile, avec des écosystèmes très particuliers qui peuvent nous rendre encore d'énormes services. Le Québec joue un rôle moteur dans la réflexion menée autour du cercle arctique et de son devenir. La principauté entretient des liens privilégiés avec cette région canadienne et a noué des partenariats environnementaux sous l'égide de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Une nouvelle convention a été signée cette semaine à Québec. À la fois un plaisir et un honneur pour nous de recevoir en la personne du prince Albert la principauté de Monaco ici chez nous, de poursuivre cette grande collaboration et d'en profiter pour réitérer notre admiration pour le travail de son Altesse avec sa fondation, mais de Monaco également, particulièrement avec les océans au cours des années, des décennies même qui ont précédé. Il y a là une contribution internationale de très haut niveau à laquelle le Québec est très heureux de s'associer. C'est évidemment un immense honneur de voir que la principauté s'intéresse à ce que le Québec fait en matière de lutte contre les changements climatiques. Ça donne aussi beaucoup de notoriété à l'action du Québec parce que nous sommes un État fédéré, mais nous croyons beaucoup au rôle que peuvent jouer les États fédérés dans cette question qui est très importante pour la planète.
Illustration concrète de ces partenariats entre le Québec et la FPA2, un atlas subventionné par Monaco vient de voir le jour. Il porte sur la biodiversité du nord du Québec. On avait signé une première convention cadre en 2008. Et donc cette convention cadre, elle s'est déclinée sur une demi-douzaine de projets concrets, de conventions de financement et d'exécution de projets, essentiellement donc dans le Nord-Québec, avec l'Atlas de la biodiversité, des programmes de préservation de la forêt boréale notamment, des programmes de sensibilisation et de soutien à des étudiants. Donc on a pensé que 8 années après, il était bon effectivement de réitérer ça, de l'élargir d'ailleurs très vraisemblablement. Et c'est pour ça que, outre les administrations publiques, le Plan Nord, qui est l'entité, je dirais, qui gère l'aménagement du Nord-Québec, est un des partenaires de cette nouvelle convention qui, bien entendu, aussi intègre la branche canadienne de la Fondation. Et parce que sans l'aide de généreux donateurs, la Fondation du Prince Albert II ne pourrait soutenir autant de projets à travers le monde, la présidente de la dynamique branche canadienne de la FPA2 a organisé un événement de levée de fonds aussi original que convivial. Le fleuve Saint-Laurent occupe quand même une place importante au Québec et au Canada. C'est une voie maritime majestueuse. Et l'idée m'est venue de faire un tour de bateau, littéralement. Bien sûr, parce que c'est le Québec et qu'on est en hiver, il y a de la glace. Alors, quoi de mieux qu'un remorqueur brise-glace pour aller sur le fleuve Saint-Laurent à ce temps-ci de l'année? Nous sommes allés faire un tour entourés de gens du monde des affaires, de la science, des gens du milieu du droit. Et nous avons eu tout simplement, entre amis, je dirais, entre grands amateurs et passionnés de la nature, cette discussion si importante, si névralgique. Ça se voulait un petit forum au sein du forum de l'Arctic Circle. La croisière à bord du remorqueur était aussi un double clin d'œil historique destiné à commémorer la visite du prince Albert Ier dans l'estuaire du Saint-Laurent en 1868 et la venue en 1981 du prince Albert II qui navigua déjà à l'époque sur le Saint-Laurent à bord de la Jeanne d'Arc. Le budget primitif de l'État pour 2017 a été voté jeudi soir au Conseil national par 13 voix pour, 10 contre et une abstention. Ce budget présentait notamment un excédent évalué à 7,1 millions d'euros. Je vous propose d'écouter la première réaction du ministre d'État, Serge Tell. Je me félicite tout d'abord de ces longues nuits au Conseil national qui nous ont permis d'arriver à un accord. Le budget a été voté et c'est un budget excédentaire. C'est assez rare, comme vous le savez, dans les pays qui nous entourent. Ça nous donne les moyens d'agir et ça nous donne de la liberté, de la souveraineté. Nous n'avons pas de dette, nous avons des excédents. Et le chef de gouvernement que je suis ne peut que s'en réjouir parce que c'est la volonté du prince de se doter les moyens de préserver le modèle social. Et ce budget, dans un monde qui change, préserve ce modèle social monégasque auquel nous sommes tous attachés. Quels sont les grands axes de la politique monégasque à mener pour 2017 ? Alors, c'est le budget dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire le logement des Monégasques, qui reste la priorité du gouvernement, bien évidemment. L'ensemble de ce qui fait Monaco, c'est-à-dire la sécurité, l'hôpital, les moyens consacrés à la santé, à l'éducation, à la culture, restent des grandes priorités pour Monaco. Et la sécurité, parce que nous avons évidemment besoin, en premier lieu, de sécurité pour continuer à vivre et à prospérer. Alors, lors de ces séances au Conseil national, la SBM aussi a été évoquée, notamment les Jeux. Oui, bien sûr, parce que la SBM, c'est un grand sujet. Et ça a fait couler beaucoup d'encre. Mais la SBM, c'est les Jeux. Et les Jeux sont la SBM. Donc évidemment, nous sommes là dans une réalité importante pour Monaco et pour les gens qui concourent à ce projet des Jeux pour la SBM. Donc le gouvernement continue à appuyer ce projet très très important pour Monaco, de faire de Monaco la référence en matière de jeux de table notamment en Europe. Et pour cela, nous appuyons, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, totalement la direction des Jeux autour de ce projet-là qui devra mobiliser l'ensemble des acteurs et des partenaires. Et dans le reste de l'actualité, en bref.
Période de Noël oblige, le prince Albert II a remis des cadeaux ce vendredi matin à la crèche et à la garderie de la Croix-Rouge monégasque. Le souverain s'est ensuite rendu au siège de la CRM pour une nouvelle distribution de cadeaux. Dans l'après-midi, la princesse Stéphanie et sa fille Camille se sont rendues au Cap Fleuri, puis à Akiétoudiné pour une remise de colis. Régulièrement, le GEMLUC, le groupement des entreprises monégasques dans la lutte contre le cancer, organise des événements afin de récolter des fonds et financer la recherche clinique. La dernière manifestation de l'association a permis d'équiper le CHPG d'une colonne de chirurgie 3D. Le reportage d'Émilie Rousseau. C'est un apport considérable dans la qualité et la précision de l'acte chirurgical. Le centre hospitalier Princesse Grace vient de recevoir une colonne de chirurgie 3D, un achat qui n'aurait pas pu être possible sans ce généreux don de 150 000 € du GEMLUC. Cet équipement sera notamment utilisé pour la chirurgie cancéro-digestive et gynécologique et permettra des interventions extrêmement précises. Aujourd'hui, on opère les patients sous cœlioscopie de cancer digestif, mais on a simplement une vision en 2 dimensions. Donc c'est notre cerveau qui compense et qui rattrape la 3e dimension. Aujourd'hui, grâce à cet appareil, on va la voir en direct. Donc on va être beaucoup plus précis dans nos dissections, beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant. Cette colonne 3D offre donc une meilleure qualité quant au traitement du cancer, à la rapidité du geste opératoire et à la convalescence du patient. Il s'agit là d'un appareil révolutionnaire que peu d'hôpitaux ont à disposition. Et depuis que l'on connaît l'existence de cette 3e dimension, tout le monde, beaucoup d'entre nous l'ont testé déjà, mais peu de chirurgiens ont la chance de pouvoir l'acquérir parce que c'est un appareil qui coûte très cher. Et aujourd'hui, avec l'économie de la santé, où que ce soit, c'est des appareils qui sont très difficiles à acheter, alors qu'on est tous très envieux de l'avoir parce qu'on sait que ça apporte beaucoup dans la qualité de notre geste. Donc nous, ici au CHPG, on a beaucoup de chance et beaucoup de mes confrères qui savent que je vais avoir cet appareil pour opérer m'envient énormément. Le soutien du GEMLUC est donc un soutien important pour le CHPG. L'association monégasque poursuit d'ailleurs ses manifestations afin de participer à l'équipement des services hospitaliers spécialisés en cancérologie. Dans le cadre de la 2e saison des rencontres philosophiques de Monaco, des ateliers sont organisés avant chaque conférence avec un philosophe et des élèves de terminale de la Principauté. Il s'agissait cette fois-ci de Georges Vigarello, le reportage d'Alexandra Pani, Éric Pocoge et Orazio Gaggino. C'est une rencontre qui l'a replongé dans ses souvenirs de jeunesse. Georges Vigarello est un ancien élève du lycée Albert Ier et c'est avec enthousiasme qu'il est revenu dans son ancien établissement scolaire pour échanger avec les élèves de terminale tout un après-midi. Je ne dirais pas quand est-ce que j'ai fait mes études dans ce lycée, mais il m'a toujours beaucoup ému, beaucoup touché, parce qu'il est au cœur du Monaco ancien. Il donne sur le musée. Je me rappelle, moi, pendant les cours, non pas que j'étais inattentif, mais j'avais toujours le plaisir de regarder à la fois la mer et le musée. Donc ça me rappelle des souvenirs importants. Et pour moi, le lycée, ça a été vraiment un moment d'intense apprentissage et de conversion. Je pense que c'est ce qui m'a poussé, au fond, à continuer sur des questions qui sont des questions intellectuelles. Cette 2e saison des rencontres philosophiques s'articule autour de la question du corps, un thème que Georges Vigarello a mis au centre de ses préoccupations. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de poser la question de la façon dont les gens vivent leur propre corps. Et qu'est-ce qu'ils en tirent? Et comment, au fond, ils intensifient leur existence en passant par la manière dont ils s'éprouvent. Je crois que c'est ça qui me paraît très important, c'est qui me touche. Et du coup, c'est comme ça que je pose des questions sur les époques anciennes, évidemment. Et que j'essaie de faire de l'histoire, en montrant que la manière de s'éprouver n'a pas du tout été la même dans le temps. L'importance donnée à l'attitude, à la mode, au fait de se montrer, cette importance-là a toujours existé. Toujours. On a tendance à l'oublier, vous voyez. On a tendance à dire, oui, au fond, l'apparence, bon, c'est trompeur, etc. Le corps, c'est secondaire par rapport à l'esprit. On a tendance à raisonner comme ça. D'ailleurs, le rapport esprit-corps, c'est quelque chose de très compliqué dans lequel je ne veux absolument pas rentrer. Mais ce qui est sûr, et ce qui est vraiment fondamental, c'est que l'attention que l'on a portée à sa propre attitude et apparence a toujours été centrale. Ils étaient donc une quarantaine à participer à cet atelier, des élèves attentifs et qui ont montré une certaine curiosité pour cette discipline. Est-ce que vous diriez plutôt qu'on a un corps ou qu'on est le corps? Les deux formules peuvent être tenues. Évidemment, j'ai tendance à penser sur le mode de l'activité, c'est-à-dire être.
Voyez, on le voit très bien d'ailleurs, la santé se définit autrement aujourd'hui. La santé s'est longtemps définie par de l'avoir, avoir la santé. Et aujourd'hui, ce qui est très important, c'est être en santé. J'ai trouvé qu'il abordait le sujet de façon très moderne, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et d'autant plus le fait qu'il ait été un élève du lycée, on peut se dire que, il se met un peu à notre niveau en fait. On peut se voir en fait en lui, et déjà on peut penser la philosophie parfois c'est difficile ou c'est quelque chose d'incompréhensible, et pourtant il aborde d'une façon tellement simple et qui parle à tout le monde, c'est ça qui est impressionnant. En plus il a une éloquence juste fantastique, parler 2 heures comme ça d'un sujet, c'est exceptionnel quoi. Et puis il nous l'a fait comprendre à tous, c'est pas comme si il y avait des choses qu'on ne comprenait pas, avec des exemples très pertinents. Il nous a donné une vraie synthèse qui était surprenante par moments, parce que alors déjà le nombre d'ouvrages cités, d'extraits dont il a parlé. Et donc j'ai trouvé que c'était quand même très complet pour 1h30, et ça me donne une vraie vue d'ensemble sur la question, et puis ça avait même une vraie dimension, l'étude de la femme et tout ça, qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'en parler, et c'est vrai que c'était agréable. La femme, elle peut porter l'arme, elle peut entrer à l'armée. Je ne dis pas qu'elle est complètement libérée, ce serait aberrant de dire ça, c'est faux. Mais enfin, un immense pas est fait dans le sens de l'égalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme n'est plus simplement porteuse de la beauté. C'est plus le deuxième sexe, c'est plus le beau sexe. Elle est porteuse de toute autre chose. Elle fait du marathon, elle lance le marteau, excusez-moi de prendre des exemples sportifs mais ils sont parlants, elle fait du saut à la perche, etc. Elle peut avoir un spectre de qualité physique considérable qui ne se limite absolument pas au thème de la beauté. Tout au long de ce cycle de conférences, l'ensemble des élèves de classe de terminale de la Principauté pourra assister à ces ateliers de discussion avec les différents intervenants des rencontres philosophiques de Monaco. Et après ces ateliers, place aux rencontres philosophiques le soir avec la sociologue Anne Gottman, l'écrivain et critique d'art Catherine Millet et donc l'historien, sociologue et philosophe Georges Vigarello. Dans le cadre du Monaco Dance Forum, Jean-Christophe Maillot a présenté sa nouvelle création à la salle Garnier, Aleatorio. Plus de détails avec José Sacré. Aleatorio, traduction italienne de aléatoire, est le joli titre de la nouvelle création de Jean-Christophe Maillot pour sa compagnie, les Ballets de Monte-Carlo. Un ballet né du mariage de 3 autres pièces et d'un long mûrissement artistique de plusieurs années. C'est réunir 3 pièces qui se sont faites sur une quinzaine d'années. La première était en 2002, c'était Men's Dance, ensuite 2009, Women's Dance, c'était presque rien en 2015. Se rendre compte qu'elles ont finalement une cohérence les unes entre les autres et qu'elles se répondent. Mais par ailleurs, se rendre compte aussi qu'elles peuvent être présentées différemment et complètement changer la musique sur laquelle elles ont été créées, amener un autre univers sonore autour, donc changer complètement la perception que le spectateur en a, et puis les relier les unes entre les autres et créer ce lien qui, à la fin, donne un tout. J'aime un peu penser aussi à ces tableaux anciens qu'un jour on passe sous un rayon X et on s'aperçoit finalement qu'il y a eu des strates et des strates de peinture en dessous pour arriver peut-être à conserver à la fin une œuvre complète. La musique crée une distance entre la perception qu'on en a et ce que l'on voit qui est très étrange. C'est-à-dire quand je crée une chorégraphie avec une musique, la musique est tellement essentielle pour moi qu'elle est souvent, je dirais, elle est génératrice du mouvement et donc du coup, parfois, elle est même presque redondante. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de filiation tellement forte entre la musique et la danse qu'elle s'épouse sans aucun doute. J'ai le sentiment que parfois elle s'étouffe. En créant et en remettant une musique différente, il y a une espèce d'aération qui se crée dans l'écriture chorégraphique qui du coup ressort de manière beaucoup plus légère, plus aléatoire et qui permet de dissocier au moment où on regarde le spectacle ce que l'on entend de ce que l'on voit. Et c'est une forme de liberté.
Et j'ai utilisé 2 fois les mêmes sections musicales et elles sont utilisées dans 2 parties différentes, une dansée par les garçons, une dansée par les femmes. Et je mets au défi d'ailleurs quiconque de se rendre compte qu'ils vont écouter 2 fois la même musique, tellement la perception change à partir du moment où la proposition chorégraphique est différente entre les 2 parties. Les créations chorégraphiques, à l'image des grands vins, se bonifieraient-elles au fil des années? Peut-être, en tout cas, Aleatorio de Jean-Christophe Maillot par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo nous a totalement séduits. Et toujours dans le cadre du Monaco Dance Forum, Deep Dish de Chris Haring et Michel Blasi, un spectacle qui se déroule autour d'une table et dont les images sont filmées et diffusées en direct par une caméra portative, Dominique Poulain. Quatre danseurs et danseuses se mettent à table autour d'une étonnante sculpture de fleurs, de fruits et de légumes. Le chorégraphe Chris Haring, installé à Vienne en Autriche, a fait appel au plasticien monégasque Michel Blasi pour faire entrer les spectateurs dans un univers merveilleux et inquiétant aussi. Deep Dish est une offrande détournée, un film réalisé par des performeurs et une caméra à haute résolution. La table dressée pour un repas est la scène principale du spectacle où l'acte de manger devient un rituel. Deep Dish se déroule entre ce que voient les spectateurs et l'image produite sur un écran. This performance is called Deep Dish. It's a third part of a series. Deep Dish est le 3e volet d'une trilogie qui s'appelle The Perfect Garden Series. Elle parle des paradis artificiels. C'est une collaboration très étroite avec l'artiste Michel Blasi qui fait des clips. Il s'agit de paradis artificiels apportés à la table du dîner. Le jardin artificiel est amené dans une espèce d'univers qui est lui-même artificiel. On plonge avec une caméra portative dans ce microcosme et les images sont projetées sur un écran géant au fond de la scène. On croirait voir des images microscopiques, presque comme si on regardait sous la peau des fruits et légumes. Rien n'apparaît comme le public a l'habitude de le voir dans la vie. La caméra bouleverse les perspectives, tout se transforme en paysage ou en coulée. Et parfois, l'esthétique peut faire frémir avec des tomates et des oranges massacrées ou encore avec un filet de salive qui se répand lentement dans un verre d'eau. Je pense que le jardin sur la table est extraordinaire car si on interroge les spectateurs sur le paradis artificiel, c'est ça le paradis pour eux. Mais on a toujours des réponses différentes selon les personnes. On peut comparer par exemple avec la peinture de Jérôme Bosch et c'est son jardin des délices qui a inspiré la pièce. Le jardin est à moitié bio, il est à la fois artificiel et vivant et c'est comme cela que ça se passe dans nos esprits. L'écran géant au fond de la scène est ici le véritable plateau de danse, car il s'agit bien d'une pièce de danse. Dans cette chorégraphie, les 4 interprètes affrontent les labyrinthes de leur jardin merveilleux, alors que le danseur fait lui danser sa caméra et les images. Et même lorsque certaines scènes se passent sous la table, la caméra est toujours là. Deep Dish ressemble à un film d'animation. Les spectateurs sont d'abord embarqués pour un voyage fantastique avant d'être transportés dans ce qui ressemble à un film d'horreur. Passons au sport et au football. Dimanche, le Stade Louis II accueillera le choc de la 18e journée de Ligue 1, Monaco-Lyon. Et ce vendredi se tenaient les traditionnelles conférences de presse d'avant-match. Je vous propose d'en découvrir les meilleurs extraits avec des images d'AS Monaco TV. Bien sûr, c'est toujours un match important contre une bonne équipe, une équipe de qualité, mais à notre maison, comme toutes les fois, nous allons essayer de jouer notre match, et jouer avec l'intensité, la qualité pour prendre les 3 points. Pour moi, l'important, c'est
C'est que l'équipe continue à jouer bon football, c'est l'équipe qui continue à jouer avec la qualité, avec une bonne pression sur les adversaires. C'est ça le plus important, que les joueurs profitent de les jouer. Il y a 2 semaines de faire un match contre des gens, ça c'est le foot. Pour gagner, besoin de jouer à fond. Je crois que la qualité d'équipe continue forte avec les mêmes entraîneurs. Les périodes, peut-être, c'est moins bon. C'est la différence. C'est important aussi la compétitivité entre les groupes. Important de ne pas arriver individuel. Important toujours, c'est les collectifs. C'est plus important que les individuels. Il faut apprendre avec nos erreurs. On a perdu beaucoup de points l'année passée. On va tout faire pour cette année garder notre position et gagner le maximum de matchs possible pour laisser pas Lyon et les autres équipes de passer devant nous. C'est vrai qu'on marque beaucoup de buts, mais notre objectif c'est toujours de gagner. C'est bien de gagner 5-6-0, mais si on gagne 1-0, on est déjà content. Ça va être un match très difficile. Lyon c'est toujours une équipe très forte qui joue toujours pour être dans les 3 premières positions de le classement. On sait qu'ils ont des bons joueurs et une bonne organisation. Nous aussi. Je pense que ça va être un bon match et on espère qu'on sorte de ce match avec les 3 points. Et c'est l'heure à présent de retrouver notre invité du week-end qui a d'ailleurs organisé il y a quelques semaines une opération avec certains joueurs de l'AS Monaco. Prenons la direction du chapiteau de Fontvieille pour retrouver Frédéric Morat. Frédéric Morat, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Vous êtes la présidente fondatrice de la Fondation François-Xavier Morat et nous sommes ici au chapiteau de Fontvieille pour un grand événement sportif. On en parlera un petit peu plus tard. D'abord, j'aimerais qu'on débute avec vous un petit rappel sur la Fondation François-Xavier Morat. Quand est-ce qu'elle a été créée et quelles en sont les missions? Donc aujourd'hui, la Fondation a un peu plus de 2 ans. C'est une fondation monégasque, je tiens à le dire, parce qu'on est peu déjà. Et puis c'est une fondation et non pas une association, parce qu'on a une vraie vocation à un développement à l'international et à institutionnaliser au maximum les programmes scientifiques qui sont développés puis mis en place au niveau d'une application clinique. Donc le fait d'être une fondation plutôt qu'une association était important au niveau de la portée et au niveau aussi de la légitimité qu'on pouvait apporter aux scientifiques qui se rallient à nous. L'objet social est assez simple, hein. On fait partie des fondations qui luttent contre le cancer, mais plus particulièrement, on a certaines caractéristiques. Déjà, on fait aussi bien de la recherche scientifique que de l'application clinique. On va toucher des thématiques telles que l'eau ou le sport en relation à la cancérologie, ce qui est plutôt rare. On parle aussi bien de prévention que d'accompagnement, que de soins. Par rapport à ça, on a aussi une particularité qui rejoint systématiquement les thématiques de notre groupe, qu'on applique au niveau de notre fondation. Encore une fois, l'eau n'est pas forcément une thématique à laquelle on pense en premier lieu quand on pense cancérologie, mais on fait partie de ceux qui ouvrent les horizons, je dirais, au niveau des recherches, et on fait énormément appel à tous les centres universitaires et tous les centres de recherche et de développement, notamment aux États-Unis, au Canada, en Israël, en Suisse et avant tout en principauté. On a en principauté des structures exceptionnelles, très souvent sous-estimées, avec de grands chercheurs et surtout une capacité d'attractivité importante. Vous avez prononcé le mot international. Il y a la Fondation François-Xavier Morat, mais il y a aussi l'Arom Group, le groupe Arom. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différences finalement et qu'est-ce que c'est que le groupe Arom? Arom Group est né du fait que lorsque j'ai perdu mon père il y a 6 ans, on a eu Oreza, on a eu KTK, on avait un certain nombre de marques dans le groupe. On avait une société de distribution importante au niveau international, avant tout plusieurs eaux importantes au niveau notamment européen, mais aussi au niveau asiatique. Et à un moment, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait faire un lien. Parce qu'un groupe peut tenir avec des produits très différents, mais chez nous, comme tout est lié à la famille, et tout est lié aux valeurs de partage, de collectif, et à des valeurs de respect vraiment profondes, à un moment, j'ai cherché le lien. Arom, en fait, est ce lien entre un certain nombre d'expertises, de recherche, d'ingénierie, dans plusieurs milieux. Alors on va aller dans l'eau, on va aller dans le sport en général, on va aller sur des sports qui sont peut-être moins en vogue, comme la pétanque, mais qui pourtant ont ce côté très lifestyle, intéressant, parce qu'on regroupe des générations exceptionnelles, et surtout on peut regrouper tout niveau social autour d'un même sport. Donc la pétanque est un moyen de diffusion de messages
sous-estimé et exceptionnel. Aujourd'hui, on touche plus de 500 millions de personnes dans le monde. C'est important. Oreza, en l'occurrence, c'est le legs familial. C'est un enfant du pays qui était mon père, qui est retourné chez lui à une époque, alors qu'on faisait 600 millions de bouteilles de champagne à l'époque. On était le deuxième groupe familial mondial dans les vins et spiritueux. Et il est reparti chez lui et on a permis en fait à une vallée et à des hommes qui aujourd'hui nous soutiennent toujours, qui sont exceptionnels, depuis les salariés à ceux qui ont cru à ce projet depuis plus de 20 ans et qui aujourd'hui y croient encore sur un produit à une très forte identité locale, mais qui aujourd'hui permettent aussi d'avoir un développement à l'international exceptionnel. Oreza, c'est une eau avec 25 millions de bouteilles à l'international, mais avec un cachet historique et qui se veut historique. Et comme mon père le disait toujours, nous sommes les chanceux qui ont cette possibilité dans toute l'histoire d'Oreza et de la Corse, d'être ceux qui en tout cas transmettent cette histoire à un moment donné. Le sport, ça fait un petit peu partie aussi de l'ADN, j'ai envie de dire, de la Fondation. François-Xavier Morat, il y a beaucoup, en tout cas une belle majorité de vos événements avec du sport et des grands champions. Je crois que j'ai eu cette chance-là parce que mon père a œuvré dans le milieu du sport, très jeune, avant d'être un capitaine d'industrie. D'où le fait, par exemple, qu'on officialise cette semaine la création de l'Institut d'ostéopathie en mémoire du métier que mon père a effectué, mais aussi parce que j'ai une conception de ce métier-là qui est un peu particulière. Pareil, on est dans le soin, on est dans la prévention, on est dans l'accompagnement, on est dans la recherche en se basant sur l'anatomie des gens, de comment soigner et comment mieux faire vivre les gens tout simplement, et sans aucune prétention, mais justement en ayant des bases très scientifiques et en même temps des bases de cœur. Parce que les énergies, tous les sujets qu'on peut entendre qui parfois peuvent sembler ésotériques pour certains, se basent en fait à la fin toujours sur une question scientifique et sur une question de générosité. La générosité dans son sens réel, c'est important. Le partage, le don de soi, en général, c'est fondamental. Et aujourd'hui, comme je le reprends, à Rome Group, c'est simplement cet accompagnement de valeurs sur un certain nombre de thématiques, depuis l'ingénierie de l'eau à la métallurgie, en passant ensuite par un aspect véritablement caritatif, mais qui a un combat et une action très concrète au niveau de la Fondation et qui est déjà très impliqué à l'international, mais aussi sur un certain nombre de produits qui sont distribués et sur des projets. Et c'est vrai que le sport, comme mon père a œuvré dans ce milieu-là très très jeune, est quelque chose qui m'est resté, mais parce que ce sport en général, que ce soit la pétanque, mais tous les sports en général, fédèrent. Un sport à la base, c'est vraiment du partage avant tout et c'est de la passion comme tous nos métiers. Simplement au niveau du sport, on va pouvoir toucher certaines personnes et on va pouvoir développer certains messages sans forcément avoir un côté commercial ou mercantile, qui est plus le cas de marque en général, et tout simplement parce qu'entre guillemets, il y a une espèce d'affrontement d'égal à égal qui est un petit peu différent, et puis parce qu'on est vraiment dans une notion où on a des gens qui sont dans le dépassement d'eux continuellement. Qu'on soit un olympien ou tout simplement un sportif de haut niveau, on est dans le dépassement de soi. On est dans la recherche de performance, certes, mais la performance est une notion relative. Un résultat, en général, dans le milieu sportif, c'est relatif, même si c'est tout à fait concret. Donc on est vraiment dans la logique de qui je suis, à quel moment je me remets en cause dans ma vie, comment je fais mon introspection, comment je me dépasse, et comment je fais en sorte, en fait, de dépasser toute notion de statistique, ou même, je veux dire, de relativité liée à l'argent. Encore une fois, le sport, en lui-même, dépasse très largement la question de la finance. Aujourd'hui, on parle beaucoup du sport lié à l'argent. Il ne faut pas avoir de tabou, je pense. La question financière existe dans n'importe quel métier qui est développé. Et tout le monde, entre guillemets, en a besoin pour développer. Une fondation n'avance pas et un programme ne se fait pas s'il n'est pas financé. Néanmoins, nous, par exemple, la Fondation est financée uniquement à titre privé. Je veux dire, on n'a pas de confusion à ce niveau-là, même si les gens veulent faire un don. On a un objectif de résoudre un problème et de lutter pour gagner un combat, ce qui est clairement le cas. Et on gagnera parce qu'on est tous autour de ça. Et tous, c'est bien au-delà de la Fondation. Et à un moment, on a tous besoin les uns des autres. Et on a tous besoin de partager une base de données, quelle qu'elle soit. Quand on parle d'ingénierie de l'eau, quand on parle d'ingénierie de quelque métier que ce soit, quand on est comme à Rome, une sorte de laboratoire de recherche, en fait, si je puis en parler comme ça, on est dans cette optique-là. Chaque sport et la transversalité au niveau du sport est fondamentale. On se doit à un moment d'avoir ce partage et contre tout avis et tout préjugé, on peut avoir des points communs, des différences. Au contraire, on peut avoir certaines certitudes qui n'en sont plus. Et c'est, je pense, comme ça qu'on avance et c'est surtout comme ça
qu'on reste le meilleur au niveau où on veut être. Le partage, il va en être question ici, sur cet événement au chapiteau de Fontvieille. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Qu'est-ce qui va se passer finalement dans ce chapiteau sur plusieurs jours qui a été, on le voit, réaménagé complètement? Les arômes de la pétanque, déjà, je pense que ça porte bien son titre. C'était un petit clin d'œil effectivement à ce côté sensoriel et ce côté où on fait appel au sens des gens. Un chapiteau parce que pour moi c'est un lieu mythique à Monaco. C'est un lieu qui emprunte d'énormément de fêtes, d'énormément de joie, d'énormément d'émotions pour les gens. C'était quand même, je le dirais, un peu culotté de s'être imaginé recentrer 20 équipes internationales du sport boule en principauté dans un chapiteau. Encore une fois, ça n'a jamais été fait. Mais je suis fière parce que ce sont 20 pays qui ont cru en nous, qui ont envie de venir. On a des organisations magnifiques au niveau des boules qui sont déjà faites en principauté. On l'a vu sur les derniers championnats du monde jeunes, des boules. On l'a vu au travers de toutes les compétitions qu'organise merveilleusement bien Marc Costa. Là, aujourd'hui, c'est très différent. Ce sont 20 pays et 20 équipes internationales qui viennent, qui sont tous champions du monde, champions d'Europe ou champions nationaux en titre. C'est vraiment nos derniers champions qui en fait reviennent des derniers championnats sont exceptionnels. On a des niveaux aujourd'hui de jeu qui sont absolument remarquables dans une enceinte où on ne nous attendait pas forcément. Et c'est ce que je voulais faire aussi, dans une thématique qui est le Great Gatsby, qui est notre thématique de l'année. Et comme je le disais, on contrecarre l'idée du cancer et de la maladie, qui est un sujet grave et un sujet lourd et dur, par une thématique de fête et d'ambiance positive, justement pour ne pas oublier qu'on se bat tous avec notre cœur et qu'on est tous en cœur, comme je le disais, contre la maladie du cancer. Et là, aujourd'hui, c'est ça, plus des animations. C'est ce que j'allais dire. On a le bubble foot parce qu'évidemment, on a un lien particulier au football, notamment lié à mon père, mais il y a nos engagements. On a tous nos partenaires monégasques qui vont être là, le foot, le rugby. On a nos nageurs aussi. On a vraiment nos triathlètes, des athlètes aussi qui viennent d'Andorre de Monaco qui sont là. On a cette chance-là qui nous suivent. Et par rapport à ça, on a cette chance-là qu'ils remettent, entre guillemets, en jeu leur titre et leur galon de noblesse. Ou sur la pétanque, ou sur toutes les animations qu'on va avoir. Et je l'avoue, c'était l'occasion pour moi aujourd'hui au chapiteau d'avoir ce clin d'œil particulier pour la Corse, qui est mon pays de cœur et d'origine, où aujourd'hui est mon père, parce que Orezza, ça a été une aventure exceptionnelle. C'était l'anniversaire de mon père hier. Orezza a 20 ans, fête ses 160 ans cette année. Alors au début, on n'était pas là, on était là plus tard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu de corsitude qui vient à Monaco. Et je trouve que c'est beau aussi parce que dans cette ambiance-là, on est vraiment tous à l'unisson. Et c'est l'idée en tout cas de l'événement sur ces 2 journées. Cet événement, c'est le premier d'une série d'événements assez importants qui vont arriver assez vite. Est-ce qu'on peut, comme ça, avant de se quitter, en parler, en dire un mot sur les prochaines échéances? Les prochaines échéances majeures, c'est le 7 janvier à Marseille. C'est le bain traditionnel du Cercle des Nageurs de Marseille, historique, dans un lieu historique, auquel ils nous ont conviés, avec tous les plus grands champions olympiques du monde et en fait un certain nombre des plus grandes équipes européennes de foot qui seront présentes ce jour-là, avec une thématique d'ouverture caritative ce jour-là, avec énormément d'enfants, ou en soins palliatifs, ou même d'adultes en soins palliatifs, ou de personnes suivies pour la maladie du cancer qui seront présents. Donc c'est une journée très particulière dans un lieu mythique. On a une descente olympique avec Jean-Luc Crétier et avec, je dirais, tout ce monde un peu plus de la neige et tout ce milieu qui est pour l'instant moins présent avec nous vers le chaud, mais on remonte justement vers eux au froid courant l'hiver. On a le premier gala de la Fondation qui se tiendra avec un colloque des scientifiques sur 5 continents le 17 février prochain. C'est la première fois qu'en principauté seront reliés 5 continents via le web, mais justement dans cette optique de colloque et d'échange sur des thématiques des programmes de la Fondation. On a l'annonce des 5 programmes de cette année de la Fondation qui se fera aussi à cette occasion. On a la journée mondiale à Rome Group, qui en fait rejoindra la journée mondiale de l'eau en principauté, pour laquelle on remettra ce jour-là le premier ouvrage sur l'eau qui sera fait en principauté le 22 mars. On a dans la foulée évidemment un grand moment avec le Masters de tennis de Monaco, mais qui est historique. À l'époque de Lançon et à l'époque de la famille, on y était déjà. Et cette année, on regroupe tous nos sportifs et notamment certains sports qui pour l'instant étaient moins présents avec nous à cette occasion. Et puis après, c'est les starting blocks pour la traversée unique et mythique entre la Corse et Monaco, 16, 17, 18 juin prochain, mais le 17 juin, plusieurs milliers de personnes et des grands champions. Et là, on va les annoncer en janvier qui seront là
ce jour-là. Voilà. Bon, ben on suivra ça en tout cas. Merci Frédéric de nous avoir consacré ces quelques minutes. Là, nous, on est en intérieur, mais on va quand même regarder un petit coup d'œil sur vos prévisions météo pour la fin de semaine. Samedi, belle journée avec de rares nuages. Il fera 10 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi. Dimanche, maintien d'un temps sec et beau, température stationnaire et apparition de quelques nuages en fin de journée. Lundi, soleil voilé le matin, nuages plus nombreux en cours d'après-midi, poussés par le vent et risque de pluie avant la nuit. Mardi, nuages averses et température légèrement plus fraîche. Et enfin mercredi et jeudi, temps changeant avec une alternance de nuages et de percées du soleil. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.